que les parents sont enlevés les enfants sont enlevés à des parents qui les traitaient bien, parce que cela fait gagner de l'argent donc au conseil général. Cela fait gagner de l'argent aux conseils généraux, cela fait gagner de l'argent à des associations, cela permet également à des travailleurs sociaux de continuer à travailler. Mais le problème, c'est que ce travail n'est pas forcément bienveillant. Il y a des travailleurs sociaux qui sont bienveillants, il y a des travailleurs sociaux qui sont décidément voués au service public, mais malheureusement, il y a une exception, et cette exception, c'est l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, elle avait pour vocation, en principe, de protéger les enfants, mais à cause de la décentralisation, à cause d'un manque de contrôle, elle a évolué, l'aide sociale à l'enfance, en administration, on peut dire, autonome, qui a ses propres lois. Et ce ne sont pas les lois de la France, ce ne sont pas forcément les lois de la République française non plus. Et les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance se permettent de faire des choses qui enverraient souvent en prison un certain nombre de citoyens s'ils osaient ne serait-ce qu'en faire le 10e. Et cela crée, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, concrètement, il y a des familles où souvent des parents isolés, souvent des mamans qui sont seules, et souvent des mamans qui sont seules et handicapées, qui sont une cible malheureusement de choix, qui se font arracher leurs enfants. Parce qu'elles sont au chômage, sous prétexte qu'étant handicapées, elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, alors que souvent, au contraire, elles y excellent. Et les familles qui étaient unies, même si elles étaient monoparentales, deviennent maintenant des familles brisées. Et on voit des mamans comme Sylvie Finger qui sont privées d'un enfant qui, tout le monde le savait, on l'a vu par des vidéos, on l'a vu par des quantités de photos, un enfant qui adorait sa mère, qui était très heureux avec elle, malgré les conditions de vie difficiles qu'elle a subies, Sylvie Finger comme des millions de Français. Et cette maman, moi je l'ai... Alors cette maman, moi je l'ai hébergée pendant 7 mois. C'est-à-dire que moi j'avais une literie pour le sol, elle avait le lit que je lui ai laissé, et j'ai admiré pendant 7 mois Sylvie Finger qui, de septembre 2017 à début mai 2018, élevait son enfant admirablement. C'est une mère modèle. Je l'ai vu passer de longs moments à lui apprendre à se servir d'un jeu de construction, à lui apprendre les lettres, les noms des animaux, à lui apprendre la politesse, à bien prononcer tous les mots, etc. Et le petit Leroy, malgré l'exiguïté de l'appartement où nous vivions, il était quand même heureux avec sa maman. Et puis un jour, la tragédie est arrivée. Alors que Sylvie venait d'amener son petit enfant à la crèche de la cité administrative de Bordeaux, nous étions ensuite venus, elle et moi, à la terrasse d'un café pour discuter de l'avenir. Et voilà qu'elle reçoit un coup de téléphone. Madame, votre enfant est placé. On lui avait tendu un piège. Et quand nous avons couru, si l'on peut dire, à la crèche pour savoir ce qui s'était passé, on nous a dit, les travailleurs sociaux sont venus, ils ont montré un jugement et l'enfant il a été pris. Rien ne l'annonçait parce que l'enfant il progressait, il était de mieux en mieux élevé par sa maman, c'était méritoire à elle parce que c'était un enfant hyperactif. Mais il se trouve que les travailleurs sociaux ont fait semblant d'ignorer ce que c'était qu'un enfant hyperactif et ils ont fait semblant de croire que c'était un enfant maltraité. Or nous avions des vidéos, nous avions beaucoup de photos aussi et des témoignages de ce que cet enfant, le petit Leroy, il était en réalité parfaitement heureux avec sa maman. Ce qui lui manquait cependant à sa maman, c'était un logement durable, qu'elle puisse élever son enfant dans de bonnes conditions. Longtemps, elle est restée donc pendant 7 mois dans mon petit appartement. Ensuite, elle en a trouvé un plus grand, mais malheureusement, le loyer n'était pas reconductible. Et de toute façon, malgré l'amélioration évidente de l'état de cet enfant qui était hyperactif mais qui se calmait, qui avait tendance à s'amuser calmement devant des jeux de construction, les travailleurs sociaux lui ont pris son enfant. Et ils lui ont pris son enfant à cet moment admirable, dont je suis fier d'être l'ami. Ils lui ont pris sous des prétextes. Ils ont menti. Tous les intervenants de l'affaire, tous les gens qui sont intervenus pour remettre à la juge un dossier, ont commis des faux. Le dossier est constitué de faux d'un bout à l'autre. Tous les éléments du dossier adverse sont des faux. Par contre, tout ce qui est vrai, c'est-à-dire par exemple les certificats médicaux, les témoignages, les photos, les vidéos,
c'est nous qui l'avons, et tout cela, ça montre que l'enfant, le petit Leroy, il était parfaitement élevé et parfaitement heureux avec sa maman. Il y a une maman qui est... Et pourtant, cette maman a bien du mérite, parce qu'elle est handicapée. Handicapée autonome, mais elle a ses jambes qui quelquefois lui font mal. Et pourtant, ce petit garçon, qui la faisait quelquefois un petit peu souffrir, parce qu'il était très espiègle, hyperactif, mais très affectueux en même temps, cet enfant la mettait à rude épreuve. Jamais pourtant avec elle, il ne s'est pris un pet ou comme ça, un mauvais coup, toujours elle l'a maîtrisé avec patience. Et même la psychiatre, qui a remis un rapport d'expertise truqué, hélas, à la juge, a dû reconnaître que la maman, Sylvie Finger, élevait son enfant avec une parfaite patience. Elle a dit également que Sylvie Finger est calme, intelligente, sans trouble du comportement. Et d'une façon complètement illogique, la psychiatre a déduit pourtant qu'il fallait retirer l'enfant à sa mère. Les psychiatres ont peut-être une logique que nous ignorons. Et tout le reste dans le dossier, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous voyons apparaître dans ce dossier des faux médecins, c'est-à-dire des diagnostics, mais qui ne sont portés par personne. Alors on peut être tenté de croire, mais il y a un médecin qui a dû dire que le petit Leroy n'allait pas bien, que la maman était à moitié folle, comme ça. Non, non, il n'y a pas de médecin qui a dit ça. Ce sont les travailleurs sociaux qui ont porté des diagnostics. Ils se sont arrogés toutes les casquettes. Bon, ils ont utilisé des sous-entendus. Par exemple, il y a une assistante sociale qui est montée chez moi, Jean-Michel Bessou, à l'improviste. On lui avait raconté, paraît-il, enfin c'est elle qui le dit, que le petit Leroy aurait été battu parce qu'il pleurait, etc. On lui a fait constater le contraire. Le petit Leroy, il était heureux avec sa maman, il était heureux avec moi. Elle a pu voir l'assistante sociale que le petit Leroy ne portait pas de traces de coups, qu'il aimait bien sa maman et moi. Il souriait, il était bien, voilà. Il n'avait pas peur. Il était en train de jouer avec un joli jeu de construction quand l'assistante sociale est arrivée. Et on lui a fait constater, ironiquement, à l'assistante sociale, vous voyez, madame, vous voyez que le petit enfant, il est heureux. Donc vous êtes venu pour rien. Mais seulement c'est un enfant hyperactif, alors quelquefois ça lui arrive de pleurer parce qu'il est capricieux. Et l'instant d'après, il rit aux éclats comme vous le voyez maintenant. C'est un enfant hyperactif, c'est ça. Et sa maman a d'autant plus du mérite. Voilà. Or, cette assistante sociale, elle a rendu quand même un rapport à la juge. Et dans le rapport qu'elle a remis à la juge, elle a bien dit qu'elle était montée parce que les voisins se seraient inquiétés parce qu'ils croyaient que l'enfant était maltraité. Mais elle a oublié de dire, cette assistante sociale, que l'enfant, elle l'avait trouvé, à cette occasion, parfaitement heureux et bien traité. Or, ayant fait ce qu'on appelle un mensonge par omission, elle a commis un faux, parce qu'elle a trompé le juge. Le juge, en lisant le rapport, il a pu avoir l'impression qu'effectivement, ce petit enfant, qui était heureux avec sa maman, en vérité, n'était pas heureux. Et tout ce qu'il y a dans le rapport qui a trompé la juge pour enfants et qui a trompé les autres juges pour enfants, trompés, ils étaient un peu complaisants quand même. Tout est fait de faux de cette sorte-là. Ce qui est le plus étonnant dans l'affaire, c'est que l'association, il y avait une association qui faisait également sa propre enquête sociale pour le compte de la juge, à la demande de la juge. Cette association, normalement, elle n'avait pas le droit de faire cela. Cette association, elle possède une demi-douzaine, je pense, de foyers d'hébergement dans la région. Et quand on a une activité comme ça, c'est-à-dire que l'on héberge les enfants placés, il y a une loi, qui est la loi sur les prises illégales d'intérêt, qui interdit que l'on fasse aussi des enquêtes sociales, parce que dans ce cas, on peut être tenté de préconiser un placement d'enfants, parce que ça rapporte de l'argent. Il faut savoir que ça rapporte énormément d'argent. Rien que pour l'ASE, ça rapporte entre 7 et 8 000 euros par mois un enfant placé, le double s'il est handicapé. Et les associations ont en plus des subventions qui sont absolument colossales. Et elles en demandent toujours plus. Par contre, il est bien connu, et cela a été constaté maintes fois, et notamment à la suite de scandales qui ont eu lieu, que les enfants placés, malgré les subsides importants qui sont attribués aux associations qui les placent, ne vont pas pour autant manger à leur faim, être bien traités, être bien vêtus, etc. Et beaucoup sont mis en danger dans des foyers où l'insécurité règne. Alors maintenant, c'est Sylvie Finger qui va... parler du foyer de Hésine. Voilà. Alors, le foyer d'Hésine, puisque Sylvie Finger vient d'en parler, il est géré par le conseil départemental. Qui se trouve là. Il y a eu un premier scandale au foyer d'Hésine qui a eu lieu en 2017. Des éducateurs honnêtes, qui sont d'ailleurs la plus grande majorité du foyer d'Hésine, se sont plaints de ce que l'un des leurs, qui était en quelque sorte une brebis galeuse,
faisaient subir aux enfants de mauvais traitements. Ils se sont plaints aussi de ce qu'il y avait des choses de nature sexuelle qui n'allaient pas. Pas seulement entre les enfants. Donc c'était extrêmement grave. C'était extrêmement grave. Bien entendu, ils ont essayé de faire sanctionner les responsables. Ce sont eux qui ont été sanctionnés. Ce sont eux qui ont été sanctionnés et cela se passait en 2017. Il y a eu un petit scandale local et puis ça s'est tassé. Et puis récemment, il y a quelques mois, reportage à la télé avec un journaliste qui s'est infiltré dans un foyer, celui de Hésine encore, où il y a eu ce scandale il y a 3 ans. Et là, ils auraient ouvert une enquête. Mais voilà, on peut constater qu'il n'y a toujours pas de contrôle dans ces établissements. Donc ça veut dire que nos enfants aujourd'hui, ils sont placés et on ne sait pas dans quel danger, enfin si nous on sait, parce qu'on sait que les foyers sont contrôlés tous les 25-30 ans. Donc vous comprenez que les enfants, la sécurité, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup qui sont en danger. On sait que de par le foyer de Hésine et d'autres foyers en France, il y a des éducateurs pas diplômés, pas formés. Donc à qui sont confiés les enfants? On demande des explications, on n'en a pas. On a des scandales qui pètent à la télé et après on a des enquêtes qui s'ouvrent et il n'y a pas de suite. Donc pour Hésine, l'affaire est de nouveau retombée aux oubliettes. Et en attendant, voilà, le département continue à placer des enfants dans ces foyers où il n'y a pas de sécurité. Des familles d'accueil, pareil. On a beaucoup de familles d'accueil où on a des enfants qui sont abusés sexuellement. Donc quand vous ne voyez pas votre enfant pendant 15 mois, vous pouvez tous les jours pendant ces 15 mois vous torturer la tête et vous demander si votre enfant, comme tous ces enfants, il subit des violences sexuelles, des maltraitances et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je suis une maman qui l'a déjà vécu avec mes 3 autres enfants dans le Val-de-Marne avec l'affaire Céliste et Ricci. Donc je ne suis pas du tout rassurée quant au placement de mon enfant. Est-ce que le conseil départemental a pris des mesures suite à ces 2 scandales sexuels et de violence qui ont eu lieu en 2017 et 2019? Alors oui, on l'a vu, pareil, dans la presse locale. Et le département a fait un peu de publicité. Ils prévoiraient d'ouvrir un petit village pour des fratries, pour plus séparer les enfants, parce que ça aussi c'est un problème récurrent dans notre pays. On le constate dans beaucoup de départements. Le respect de la loi des fratries, de ne pas séparer les fratries, n'est pas du tout respecté. Et très souvent, les enfants sont placés et séparés et placés dans des lieux différents, des familles différentes. Et ça, c'est inadmissible parce qu'ils sont vraiment hors la loi. Il y a une loi et elle n'est pas respectée. Puisque nous parlons de la famille des enfants placés, est-ce que le petit Leroy, qui est donc placé dans un lieu inconnu depuis maintenant 15 mois, a la possibilité de voir ses frères et sœurs? Alors, les enfants, mes autres enfants, mes 4 autres enfants, dont l'aîné qui est policier, ont demandé des droits de visite pour pouvoir rencontrer leurs petits frères. Je vous rappelle qu'ils sont quand même à 600 km de Bordeaux et qu'on leur propose à eux aussi donc, des rendez-vous de préparation avant que Leroy les revoie. Y compris office policier? Y compris celui qui est policier. Est-ce qu'il faut comprendre que le conseil départemental de la Gironde a quelque chose à craindre de la police? Je pense que le conseil départemental a peur de recevoir un policier en entretien. Et pareil, je pense que le juge aussi a peur, le juge Laurent Gébler, parce qu'il ne répond pas à mon fils policier depuis plus de 3 mois, qu'il l'a sollicité par courrier. Et le demain, je crois que tu avais adressé une lettre au juge Laurent Gébler où tu lui faisais remonter tout ce qui n'allait pas. Oui, et toujours pas de réponse. Donc depuis 1 an que ce juge est sur ce dossier, il n'a jamais pris la peine de me répondre à aucun de mes courriers. Aucun. Alors cette lettre comportait notamment la preuve que l'expertise psychiatrique qui t'accablait était un faux. Oui. Et cette lettre donc comportait une invitation au juge à retirer cette fausse expertise du dossier. Le juge t'a-t-il fait savoir qu'il le faisait? Le juge ne m'a pas fait savoir qu'il le faisait. Et d'autre part, le juge et le tribunal, même le parquet, nous refusent la pièce. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir les pièces contre lesquelles on pourrait contre-attaquer. Ça s'appelle du verrouillage, c'est de la corruption. Parce que moi j'ai les moyens de me défendre avec les pièces qu'il y a dans le dossier, mais on me refuse ces pièces. Pourtant tu vas... Alors qu'est-ce que le tribunal a à cacher? Pourtant tu vas déposer des inscriptions de faux contre tous les faux qui ont été faits pour t'accabler, te retirer ton enfant. On est actuellement en train de rédiger des inscriptions en faux et on a fait rentrer aussi il y a quelques semaines déjà une lettre plainte au doyen des juges pour qu'il y ait une enquête ouverte et on a dénoncé tous les dysfonctionnements
et toutes les erreurs des magistrats et des personnes qui sont impliquées dans le tribunal. En effet, il y a plus d'une demi-douzaine de magistrats qui sont en liaison plus ou moins directe avec cette affaire. Et qui n'ont pas fait leur devoir. Et certains ne mentionnent pas leur nom, ça va très loin. En 15 mois, il n'a pas été possible de trouver à Bordeaux un seul magistrat devant qui on puisse déposer pour lui expliquer tous les faux, tous les mensonges, toutes les dénonciations calomnieuses auxquelles a donné lieu le classement de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires et des cadres associatifs qui ont fait des faux témoignages, qui ont falsifié des documents, qui ont émis des diagnostics en se prenant pour des médecins, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Et il n'a pas été possible de témoigner de cela auprès d'un magistrat. Personne n'a voulu écouter Sylvie Finger et accessoirement moi-même qui suis le témoin principal de l'affaire. C'est donc qu'il y a un dysfonctionnement extrêmement grave au tribunal de Bordeaux qui a été pointé d'ailleurs par un avocat. Alors, un avocat qui est maître Michel Amas et qui émerge, c'est un personnage dont on parle beaucoup depuis quelque temps. Qui a défendu des affaires sur Bordeaux et qui a dénoncé donc tous les dysfonctionnements et tout le bordel qu'il y a actuellement au tribunal de Bordeaux dans les dossiers d'assistance éducative. D'ailleurs, lui, il a quand même mentionné qu'au secteur 6, au tribunal de Bordeaux, il n'y avait plus de juge en assistance éducative. C'est Michel Amas qui l'a dit, l'avocat. Ça expliquerait peut-être que le juge Ebler ne nous répond pas depuis plus d'1 an. Mais est-ce que c'est normal que le juge Ebler... Donc aujourd'hui, qui est-ce qui place l'enfant? Qui c'est qui s'occupe de ce placement? Est-ce que c'est l'ASE ou est-ce que c'est le magistrat? Parce que le magistrat, on ne le voit pas du tout. Donc il est complètement absent. Les lettres, apparemment, la magistrature française ne semble pas vouloir y répondre. Les plaintes sont quelquefois classées sans qu'on sache pas pourquoi. Et sans recevoir même d'avis de classement. Ou alors des avis de classement, mais pour des plaintes qu'on n'a pas déposées, ou des faux, ils détournent l'intitulé de la plainte. C'est ça. Ça, ils nous le font souvent. Effectivement, nous avons reçu de la part d'un procureur, dont on ignore le nom, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il se cache. Ils ne donnent pas leur nom. Ce n'est pas une affaire de terrorisme, mais apparemment, c'est passé dans les mœurs que les magistrats dissimulent leur identité. Je ne sais pas pourquoi ils dissimulent leur identité. Et il y a un magistrat qui nous a classé une plainte et elle va ressortir une plainte. Voilà, et pareil, on n'a pas de nom. Et ce magistrat s'est carrément trompé dans le libellé de la plainte. Voilà. On dirait qu'il... C'est volontaire. Voilà, il a mis 1 mois pour répondre à peu près. Ouais. Et il a dit n'importe quoi. Il a parlé d'une autre plainte qui n'est pas du tout celle que nous avons diffusée. Nous avons fait remonter un certain nombre de courriers auprès de la justice qui n'ont pas... Personne ne nous entend. Voilà. Et ça, ce n'est pas le sort seulement de Sylvie Finger, c'est le sort de milliers et de milliers de parents en France. On nous prend les enfants et après on nous méprise, on ne nous répond pas. Vous vous rendez compte un peu les gens ce qu'ils font? Alors, quelquefois, il y a évidemment des parents qui pètent les plombs, ou même des lanceurs d'alerte comme moi qui pètent les plombs, qui bousculent un petit peu les autorités, qui les diffament paraît-il. Alors nous on se retrouve en garde à vue et on se mange des procès où on a des contraintes pénales ou des contrôles judiciaires, ce qui n'est pas normal. Par contre nous quand on dépose plainte, on a un tribunal qui ne nous répond pas, ils sont tous sourds. C'est-à-dire que la justice a tendance actuellement à sanctionner de petits délits. Un coup de gueule d'un parent qui est en colère, c'est un petit délit. Tandis que des crimes, parce qu'un faux par contre c'est un crime, apparemment ce n'est pas sanctionné. Je crois qu'il faut faire enlever un enfant. Il va falloir donc faire un sérieux ménage dans la justice. Donc là on ne parle pas d'un numéro, on ne parle pas d'un matricule, on parle d'un enfant. Un enfant qui avait une existence, qui avait une vie, qui avait un avenir, qui avait une famille, qui avait une maman. Et aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'avenir de Leroy, quelle est sa vie, son quotidien, son état de santé. On reçoit des nouvelles de temps en temps. As-tu quelque chose à dire sur les photos que tu reçois de Leroy? Alors je reçois très souvent maintenant des photos truquées ou alors des photos qui ont été prises il y a quelques mois, voire même des photos de l'année dernière. Est-ce que tu pourrais raconter ce que nous avons décelé dans la dernière photo? Celle où on le voit en bleu, avec un sourire très artificiel. Est-ce qu'il est là où il a l'air de se trouver? Non, donc il est placé à des endroits où on met un décor autour de lui. Il y a forcément quelqu'un aussi qui se met devant lui, qui lui fait des grimaces pour le faire rire ou qui le chatouille. Donc ils aiment bien m'envoyer des photos de mon fils qui fait des grimaces. Effectivement. Ce que je remarque aussi, c'est qu'ils nous mettent des photos, on n'a que le visage. Il a tout le temps pratiquement le corps caché. Donc est-ce que c'est pour cacher sa maigreur, vu qu'il ne prend pas de poids cet enfant depuis 15 mois, mais qu'on nous dit qu'il mange très bien et qu'il va très bien, qu'il a un bon appétit? En tout cas, nous avons décelé dans 2 des photos qui nous ont été envoyées
récemment, que Leroy n'est pas dans un paysage de nature où la photo semble le montrer, mais qu'il est devant un décor de photographe. Alors pourquoi le conseil départemental le filme-t-il dans ces conditions-là, dans un décor de photographe, mais pour nous faire croire apparemment qu'il est dans la nature. Pourquoi on retouche son sourire? Pourquoi on lui met du fond de teint? Pourquoi certains endroits de son visage sont éclairés et pas d'autres? On a analysé toutes les photos qu'on reçoit, la plupart des photos sont retouchées. Pourquoi, si l'enfant est bien traité, en bonne santé et joyeux de vivre en placement, eh ben, ils sont obligés de retoucher les photos et de truquer les photos. Ça, c'est quand même incroyable. Tandis que nous, toutes les photos que nous avons de Leroy avec sa maman sont accompagnées de sa part d'un sourire éclatant. Vous en avez l'exemple dans ce tract-là. Où on n'a pas besoin de forcer Leroy à sourire. C'est un garçon qui respirait donc la joie de vivre. Maintenant, quelle est ton attitude, Sylvie, par rapport à ça? Vas-tu te résigner ou vas-tu combattre? Non, je vais continuer à combattre. Donc là, il reste encore quelques belles journées, enfin un peu de soleil. Donc j'ai l'intention dans les jours qui viennent de me poster ici, à côté du conseil départemental. D'ailleurs, vous voyez, il est 5 heures. On va se déplacer un peu, ça va. On va se balader un peu. Et puis vous allez continuer à me filmer. Donc voilà, on est ici dans le secteur du conseil départemental. Eux, ils ont déjà fermé leur bureau, ils sont déjà en train de rentrer chez eux. Et puis moi, je vais rentrer chez moi avec une poussette vide. Alors cette poussette, elle a une... Cette poussette, oui, elle a une histoire, cette poussette. Elle a une histoire. Elle a une histoire, cette poussette. Lorsque nous sommes allés tous les deux à la crèche, et le jour où Leroy a été soustrait, oui. La directrice de la crèche a eu cette parole très humaine. Madame, n'oubliez surtout pas de prendre la poussette. On aurait préféré qu'elle dise je compatis, je me rends compte de ce que vous éprouvez, croyez bien que j'éprouve de la tristesse. Si ce n'était que de moi, le gamin ne serait pas parti, mais non, elle a dit, je répète, surtout n'oubliez pas la poussette. Et elle a ajouté, ne parlez pas trop fort, il y a les parents à côté. Or moi je peux certifier que Sylvie Effinger ne parlait pas très fort. Et elle se contrôlait déjà parfaitement malgré le chagrin qui commençait à éclater. Mais il ne fallait sans doute pas faire éclater le scandale. Et ici, devant le lieu symbolique où les enfants sont placés. Voilà. Donc c'est ici que je viens voir Madame Lalanne. Madame Lalanne qui me donne que des fausses nouvelles, que je dois appeler toutes les semaines pour avoir des nouvelles de Leroy. Madame Lalanne qui me méprise complètement, qui ne me prend pas au téléphone. Voilà. Donc les gens, elle est en vacances, Madame Lalanne, donc j'aurai toujours pas de nouvelles de mon enfant, toujours pas d'informations sur sa santé depuis 1 an, son poids, sa taille, comment il dort, comment il mange, est-ce qu'ils l'ont revacciné, j'ai pas le droit de savoir tout ça. C'est mon enfant, mais j'ai pas le droit de savoir. Je travaille avec l'ASE, moi. Mais qu'est-ce que je travaille avec eux? La destruction de mon enfant? Est-ce que vous vous rendez compte, les parents? Ils nous enlèvent nos enfants et on ne peut pas se défendre et on doit travailler avec eux. Mais qu'est-ce qu'on doit travailler, nous, aujourd'hui, si on n'a rien à se reprocher? Est-ce qu'on doit accepter un placement? Parce que là, c'est que des placements abusifs. Donc, j'appelle les parents de Bordeaux qui se sont fait enlever un enfant, comme moi, abusivement, avec des mensonges, des faux rapports d'assistance sociale. Eh bien, je vous invite à prendre vos poussettes, à les décorer et puis à continuer à faire vivre vos enfants et à les chercher. Alors rejoignez-moi parce que dans les jours qui viennent, je vais me balader dans Bordeaux avec ma poussette. Alors si on était 10 ou 15 mamans avec des poussettes habillées avec le visage de nos enfants, je pense que ça aurait un peu plus d'impact qu'une maman toute seule qui va rester devant le conseil départemental tous les jours, les après-midi, donc je serai ici. Un email de contact vous sera communiqué sur la chaîne YouTube de Sylvie. Donc j'ai plusieurs chaînes, Soldier Combat, Soldier La Route, Soldier Combat 2. On peut aussi me contacter sur mon mail Roots, R-O-O-T-S, Soldier, S-O-L-D-J-A-H, @gmail.com, rootsoldier@gmail.com, ou alors vous pouvez me choper sur internet, sur la page Sylvie Effinger Facebook. Sylvie Effinger, H-E-2-F. Donc j'appelle les parents d'enfants enlevés à Bordeaux à se manifester. Il ne faut pas que je sois toute seule parce qu'une grosse ville comme Bordeaux, il y a plein d'enfants enlevés ici. Donc il faudrait que leurs parents se manifestent et les cherchent, tous ces enfants.
Voilà. Relayez la vidéo s'il vous plaît. Et nous on va se balader avec la poussette. Et moi je vous attends demain, hein, ceux qui veulent me contacter, ceux qui sont intéressés pour faire des choses sur Bordeaux. Hein. On ne peut pas oublier nos enfants, hein, et puis on peut plus se taire quoi. Moi ça va, ça fait 15 mois qu'on me dit que je suis forte et admirable. Non, je suis complètement morte et détruite. Mais je continue pour mon fils, je continue pour les autres enfants. Voilà. Et tu nous incites tous à briser l'omerta, ce qui doit être maintenant un mot d'ordre pour tous les parents victimes. Dénoncez, sortez les parents, arrêtez de rester planqués chez vous, derrière vos tablettes, vos smartphones. Sortez et allez affronter la rue, le bitume. Et allez parler avec les gens. Hein. Munissez-vous de quelques tracts, d'une poussette, hein, des photos de vos enfants et montrez-vous, montrez-leur que vous n'êtes pas d'accord qu'on vole des enfants aujourd'hui en France. Surtout que c'est les nôtres qui volent quoi. Donc vous vous imaginez bien que après les miens, ce sera les vôtres. Songez-y. À très bientôt. Soldia Larousse en direct du conseil départemental de Bordeaux. Je salue monsieur le président du conseil général, messieurs, dames au tribunal de Bordeaux. Hein, je sais qu'ils regardent la vidéo aussi. Hein, et j'emmerde les trolls quoi. On continue hein, pour les enfants. Allez, à bientôt. À bientôt Sylvie, merci.